Betty laughing, dancing to her favorite song. Topo rapide sur les négociations, c'est-à-dire comment ça se passe et les différentes phases et sur quoi ça aboutit, parce que des fois, et on l'a vu au moment de l'élection européenne, sur le rôle supposé joué par le Parlement européen, etc., il y a beaucoup de confusion. Hein, on entend des choses différentes. Donc je recadrerai un petit peu tout ça pour que on sache quelle est la réglementation, qu'on se la remette en tête. Pour d'abord rappeler que c'est l'Union européenne, je le disais tout à l'heure, qui gère les relations commerciales avec les pays extérieurs à l'Union européenne. Alors, ça, c'est la première chose. Et en termes juridiques, c'est un pouvoir exclusif de l'Union européenne. Hein. La politique commerciale est un pouvoir exclusif de l'Union européenne. Ça, c'est sur le plan du droit communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'Union européenne et non pas les États membres individuellement qui négocient les traités commerciaux internationaux. C'est la Commission européenne qui négocie donc avec les partenaires commerciaux au nom de l'Union européenne, en liaison avec le Conseil européen. Alors ensuite, comment se déroulent les négociations? Il y a ce qu'on appelle, la Commission va demander une autorisation formelle, ça s'appelle comme ça, une autorisation formelle au Conseil pour ouvrir les négociations. Hein, c'est pas la Commission, c'est le Conseil finalement qui donne à la Commission l'autorisation formelle d'ouvrir les négociations, qui s'appelle directive de négociation. Directive de négociation. C'est un document qui est donc adressé par le Conseil à la Commission. Et ces directives contiennent les objectifs généraux à atteindre. Le rôle du Parlement européen à cette étape, il n'y a aucun rôle. La seule chose, c'est que le document est communiqué au Parlement européen. Ensuite, comment se déroulent les négociations? Il y a la notification de l'accord quand il aura lieu, s'il a lieu à l'OMC, pas plus, pas moins. Il y a nomination d'un négociateur en chef qui inclut avec des négociateurs, des experts spécialistes de tous les sujets qui sont négociés, et c'est la Direction générale du commerce au sein de la Commission européenne qui négocie. Et le négociateur en chef, donc, c'est le commissaire au commerce. Ils organisent ensuite des sessions de négociation. C'est un peu le modèle de l'OMC, où à l'OMC c'était des rounds, c'est-à-dire des cycles de négociation. Là c'est pareil, c'est une semaine, dans le cas d'espèce, c'est une semaine tous les mois, tous les 2 mois. Je crois qu'on en est aujourd'hui à la 7e session de négociation, 7e ou 8e, quelque chose comme ça. Ça dure une semaine entière, et c'est un coup aux États-Unis et ensuite dans un pays de l'Union européenne. Comment s'opère la transmission de l'information à l'intérieur de l'Union européenne? Après chaque session de négociation, ou à l'occasion de moments clés, par exemple un communiqué entre le président américain et le président de la Commission, le Conseil européen et le Parlement sont informés à tour de rôle de l'état d'avancement des travaux. C'est-à-dire qu'il y a de l'information qui circule. Ensuite, les projets de texte concernant les négociations ne sont jamais rendus publics. Hein, donc ça, c'est un principe. Hein, c'est jamais rendu public pendant la durée des négociations. Mais même d'ailleurs, lorsque la négociation est close, l'accord n'est pas considéré comme finalisé tant qu'il n'y a pas eu les signatures, etc., que je verrai dans un instant. Quand il y a
la phase qui s'appelle la finalisation technique. Là, le Parlement et le Conseil sont informés immédiatement, et ce sont donc les textes finalisés, finalisation technique, textes finalisés, qui sont envoyés aux États membres et au Parlement. Et c'est à ce stade que commence une nouvelle phase, après la phase de finalisation technique, c'est l'examen juridique. C'est une phase qui peut durer plusieurs mois, un an même, et les législateurs, à la fois sur le plan national et sur le plan de l'Union européenne, vont réviser l'accord technique sur le plan juridique, caler tout ça sur le plan juridique. Une fois que c'est fait, on entre dans la phase de conclusion des négociations. Alors la conclusion des négociations, ça commence par un paraphe, ça s'appelle comme ça, quand les négociations sont, quand la finalisation technique est terminée et que la finalisation juridique est terminée, les négociateurs en chef des deux parties paraphent le texte du projet d'accord, qui est rédigé en anglais, obligatoirement. Le Parlement et le Conseil sont informés dès que le texte est paraphé par les négociateurs en chef. C'est ça qui déclenche l'envoi du document paraphé au Parlement et au Conseil. Ensuite, à cette étape, la Commission peut décider de rendre le document public. Pour l'instant, il n'est pas public. Et ensuite, l'accord est traduit dans toutes les langues de travail de l'Union européenne. Et donc là, ce sont des documents officiels, parce que circulent là, après des versions officieuses, puisque le document est en anglais, il y a toujours des fuites, organisées volontairement ou non, et des tas de gens qui se mettent à traduire plus ou moins bien les versions, ce qui provoque souvent d'ailleurs des quiproquos, est-ce que c'est le bon texte, est-ce que c'est bien traduit, etc. On a l'expérience, c'est infernal, par exemple sur la directive de négociation, il y a eu des versions variées où parfois on entendait n'importe quoi. Ensuite, il y a la signature. Alors après le paraphe, il y a la signature. C'est le Conseil et lui seul qui décide la signature et donc la conclusion de l'accord sur proposition de la Commission. Mais on voit bien le rôle là politique et logique dans le système du Conseil. Le Conseil va à nouveau faire une petite révision juridique, c'est-à-dire il va revérifier les aspects juridiques pour être vraiment sûr qu'il n'y aura pas de vice de forme. Et après cette petite vérification juridique, il va donner l'autorisation de signer l'accord. Alors, parfois, il peut y avoir des propositions de loi qui sont ajoutées, qui devront être à ce moment-là adoptées par le Conseil et le Parlement européen. Ensuite, l'accord est signé officiellement par les deux parties, et c'est la présidence donc, du Conseil qui va désigner un signataire, et généralement c'est le commissaire au commerce qui va signer cette fois-ci avec le mandat du Conseil européen. Alors là, il y a une petite nuance, et ça fait l'objet du débat en ce moment, puisque au sein de la classe politique, PS, UMP, il y a une petite bisbille pour savoir quelle est la nature de ce projet. Pourquoi? Parce que lorsque il y a un accord qui porte sur les questions de commerce international, stricto sensu, ça relève donc des compétences exclusives de l'Union européenne, et ça ne passe pas par les États, ça passe par le Parlement. Mais si le traité est considéré comme mixte, c'est l'appellation, si c'est un accord mixte, autrement dit qu'à l'intérieur, il n'y a pas seulement des éléments de commerce international, mais des éléments politiques, par exemple, le traité, l'accord, sera qualifié d'accord mixte. Et dans ce cas, il doit passer par le Parlement, ou disons les modes de ratification nationaux. Ça peut être
le Parlement, ça peut être le gouvernement, ça peut être éventuellement un référendum, ça dépend des pays. Et donc, évidemment, c'est une affaire de la plus haute importance politique, parce que si le traité est qualifié de mixte, eh bien, il passera devant le Parlement français. Et les socialistes français, par exemple, défendent la thèse que ça n'est pas un accord mixte, hein, et que, évidemment, parce que là, ils se mettraient politiquement dans la merde, puisque ça devrait passer au Parlement. Alors, s'ils y sont encore, hein, quand ce sera signé, si c'est signé, mais en tout cas, d'ailleurs, s'ils sont dans l'opposition et que ça passe devant le Parlement, ils voteront contre, certainement, ça ne mangera plus de pain. Mais s'ils sont encore majoritaires, là, ça risque de leur poser des problèmes, parce qu'il y aura une division en leur sein, enfin bon. Alors voilà, là, il y a un débat, et avec nos différents les collectifs, TAFTA, etc., c'est des choses à rappeler, parce que pour eux, d'abord, ils ne savent pas ces trucs-là, ils n'en parlent jamais. Or, c'est très important. C'est très important, parce que nous avons, nous, intérêt, d'abord, dans le principe, quelle que soit la nature de l'accord international, il doit passer par le Parlement national. Ça, pour nous, c'est une position de principe. Ça doit être une position de principe. Mais en plus, nous avons des éléments du droit communautaire qui permettent de défendre cette position si l'accord est mixte. Et nous avons un argument essentiel pour justifier le caractère mixte du projet de PTCI. C'est quoi? Ben, c'est l'ISDS. C'est l'ISDS. L'ISDS, c'est cet fameux mécanisme de règlement des différends, cette justice privée. Elle impacte le système des normes juridiques, elle impacte les processus démocratiques, elle affaiblit la souveraineté du peuple, la souveraineté nationale et populaire. Et donc, à ce titre, cet accord n'est pas simplement un accord commercial, ça va au-delà. Nous avons un argument très puissant. D'où quelques petites manœuvres que l'on peut observer chez les Allemands. Par exemple, quand il y a eu la négociation sur le traité, le CETA, le traité bilatéral Union européenne-Canada, les Allemands, notamment le ministre social-démocrate Sigmar Gabriel, il était quoi, Affaires étrangères, je crois, je ne sais plus. Alors il a expliqué que jamais l'Allemagne ne signerait un truc comme ça, etc. Ils l'ont signé. Et là, c'est pareil, on voit qu'il y a chez les gens de droite, chez des gens du PS, des débats là-dessus, en disant c'est inacceptable, il faut sortir cette clause des négociations pour faire croire finalement que ça ne sera pas négocié, alors que c'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet, parce que évidemment là on livre aux firmes multinationales la possibilité de faire plier les États. Alors il y a donc cette qualification de la nature de l'accord qui est très importante, et ensuite, après signature des deux parties, c'est-à-dire le président américain et puis le commissaire au commerce, il y a transmission de l'accord accompagné d'un projet de décision du Conseil au Parlement européen pour approbation. On demande au Conseil européen d'approuver. Quand le Parlement européen reçoit ce document, il doit donner son accord, et il donne son accord uniquement par oui ou non. Il n'a pas possibilité d'amender quoi que ce soit, et il va dire oui ou non à l'accord. Je passe les détails sur les navettes entre la Commission, le Conseil et le Parlement pour faire en sorte que le Parlement vote bien. D'ailleurs, les gens de Bruxelles sont des experts en la matière, puisque tant qu'un organe, un corps électoral quelconque vote mal,
on va le faire revoter jusqu'à ce qu'il vote bien. Donc ça, ils savent faire, il y a des navettes incessantes, ça dure des mois, ça peut durer des mois. Et ensuite, il y a un vote de l'agrément, ça s'appelle comme ça, du Parlement européen, en séance plénière du Parlement européen. Et ensuite, s'il s'agit d'un accord mixte, le document passera au Parlement national, dans les parlements nationaux, après le passage au Parlement européen, où chaque État membre devra ratifier l'accord selon les procédures de ratification nationale. Et ensuite, après la ratification du Parlement et c'est pas ou, c'est et des parlements nationaux, le Conseil adopte la décision définitive et l'accord est publié au journal officiel de l'Union européenne. Alors, la question pour terminer cette petite revue de détail, c'est la valeur de l'accord du Parlement européen. Parce qu'on dit, si le Parlement européen, en admettant qu'il s'agisse d'un accord unique commercial, de libre-échange, donc ça relève de l'Union européenne, donc le Parlement européen va donner son agrément. Si le Parlement européen ne donne pas cet agrément, que se passe-t-il? C'est la question, puisqu'on nous a expliqué, Front de gauche en particulier, nous a expliqué qu'il fallait absolument une majorité de gauche au Parlement européen, parce que comme ça, il y aurait un vote négatif, et donc ça bloquerait le PTCI. Mais ça bloque, en effet, le PTCI, mais dans le droit communautaire. Et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est l'articulation entre droit communautaire et entre logique communautaire et logique intergouvernementale. Autrement dit, si l'accord n'est pas signé dans le cadre du droit communautaire par le Parlement européen, l'accord sort du droit communautaire, il n'y a pas de problème, et il entre dans les accords intergouvernementaux. D'accord? Il rentre par la fenêtre, il sort par la porte et il rentre par la fenêtre. Et si on prend par exemple pour la Grèce, pour le mécanisme européen de stabilité, il y a toute une série de choses qui ont été faites lors de la crise de l'euro, qui n'est pas terminée d'ailleurs, qui va rebondir, mais en tout cas dans une phase aiguë de ces dernières années. Différents instruments ont été mis en place à l'échelle de l'Union européenne, mais ils ne relèvent pas du droit communautaire. Ils relèvent d'accords intergouvernementaux. Tout ceci n'est pas expliqué aux gens, parce qu'il s'agit de leur faire croire que l'Europe, sans préciser, hein, l'Europe a pris des dispositions. Mais justement, on nous dit c'est l'Europe, on ne parle pas de l'Union européenne, parce que précisément, ce n'est pas l'Union européenne. Ce sont des accords intergouvernementaux. Quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, lorsqu'un État ne veut pas, et ça a été le cas de la Finlande par exemple, entre autres, hein, sur les accords intergouvernementaux, lors de l'affaire grecque, lorsqu'un État, ou plusieurs États, refusent un projet communautaire, le projet est immédiatement retiré de cet univers juridique qui est le droit communautaire pour être déplacé et inséré dans un autre univers juridique qui est celui des relations intergouvernementales. Et donc, les relations intergouvernementales se traduiront par un traité international respectant les normes du droit international, mais en dehors du droit communautaire. C'est le cas d'un certain nombre d'accords, et donc on pourrait en reparler, mais dans l'espèce, le PTCI, si le Parlement européen le rejetait, il serait réintroduit immédiatement dans un cadre intergouvernemental. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer. C'est pour ça, certes, il peut y avoir refus, ça ne fait que ralentir le processus,
Mais le processus continue néanmoins dans un autre cadre. Il faut expliquer tout ça. Si c'est pas par la porte, c'est par la fenêtre. Oui, c'est ça. C'est ça. Jacques, et dans ce cas-là, cet accord intergouvernemental ne passe pas par une ratification au niveau des États. Ah si, obligatoirement. Obligatoirement. Même si c'est un traité purement, étiqueté purement commercial, si ça sort du système communautaire, ça devient un traité intergouvernemental, mais ça doit être ratifié par chacun des États. Ah ben tout à fait. Et que se passe-t-il si un État ne le signe pas? Ah, ça n'a aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Si un État ne le signe pas, l'accord s'applique aux États qui signent uniquement. Il ne s'applique pas à l'État qui ne signe pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Autre question, sur la décision de savoir si c'est un traité commercial mixte, qui va prendre la décision? Parce que quand on dit, nous, au niveau de la France, par exemple, il faut lutter pour en faire l'établir comme un traité mixte, mais si au niveau d'un autre État, Allemagne ou autre, eux, ils disent le contraire, à quel niveau ça va se décider en fait, au final? Ben ça, c'est le Conseil. Hein. C'est typiquement des décisions politiques, juridico-politiques, qui dépendent du Conseil. Et on peut s'attendre à ce qu'au niveau du Conseil, ils disent que ça Ah oui. Spinning, laughing, dancing to her favorite song.